Pourquoi le prix, ce n'est pas le plus important? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple mais essentiel. Comment analyser un immeuble locatif pour qu'il laisse de l'argent à la fin du mois? Beaucoup commencent par le prix d'achat. Je comprends, c'est ce qui saute aux yeux. Mais un bon achat, ce n'est pas le moins cher. C'est celui qui te paye tous les mois. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode pour regarder un plex ou un petit immeuble. Comme investisseur, on part de l'argent qui rentre, on soustrait l'argent qui sort, on obtient un revenu net de l'exploitation. Puis, on ajoute le coût du prêt pour savoir s'il reste quelque chose à la fin du mois. Si oui, combien? Sinon, pourquoi? À la fin de cette vidéo, tu sauras analyser un bien pour le cash flow sans te laisser distraire par une belle annonce ou par des promesses. On y va. Je commence toujours par l'argent qui entre. Dans l'immobilier locatif, tes clients sont tes locataires et le loyer qu'ils payent chaque mois, c'est ton revenu principal et c'est la fondation de tout le reste. Je regarde donc chaque logement comme une petite entreprise. Qu'est-ce qu'elle encaisse vraiment aujourd'hui et qu'est-ce que c'est le potentiel d'encaissement dans l'avenir? Je pars des baux actuels, puis je compare avec les loyers du marché pour des logements équivalents dans la même rue si possible. Si un logement est sous le marché, je le vois comme potentiel, mais je ne le transforme pas en argent tant que je n'ai pas un chemin simple pour y arriver. J'ouvre le chapitre des revenus annexes parce que beaucoup de propriétaires laissent de l'argent sur la table. Un stationnement à ciel ouvert, par exemple, peut devenir un stationnement réservé. Un espace de rangement au sous-sol peut être loué séparément. Une salle de lavage dans l'immeuble peut s'autofinancer et rapporter quelques dizaines de dollars par mois par logement. Certains locataires acceptent de payer un peu plus pour un animal de compagnie ou pour un appartement déjà équipé d'une laveuse et d'une sécheuse. Parfois, même la vue ou l'étage crée une différence de valeur. L'idée n'est pas de charger pour tout et n'importe quoi. L'idée, c'est d'aligner le prix sur l'usage et sur la valeur perçue de manière claire. Dernier point important à cette étape, je regarde la stabilité des revenus. Un logement loué depuis longtemps à un bon locataire, c'est rassurant. Un logement vide depuis 2 mois, c'est une alerte. Ni l'un ni l'autre ne fait tomber l'analyse. Mais ça me dit comment raisonner pour la suite. Mon but, c'est d'avoir un montant mensuel réel et soutenable. Ensuite seulement, on passe au chapitre des dépenses. Maintenant, si tu veux mon calculateur cash flow, écris-moi calculateur en commentaire ou trouve-moi sur Instagram @équipe-fegali et DM-moi calculateur et je te l'envoie tout de suite. Parlons maintenant de l'argent qui sort, les dépenses d'exploitation. Une fois que j'ai des revenus plausibles, je passe aux sorties d'argent. L'argent qui sort, c'est tout ce qu'il faut payer pour que l'immeuble fonctionne, avant même de parler de l'hypothèque. Dans ce total mensuel, j'inclus systématiquement les taxes, l'assurance, l'électricité et chauffage des parties communes s'il y en a, l'eau et l'égout quand c'est facturé au propriétaire, l'entretien extérieur selon la saison, la gestion, les frais juridiques et les frais comptables de base. Même si certaines dépenses se payent à l'année, je veux savoir ce que ça représente par mois. Je regarde ensuite les dépenses courantes. Il y a toujours des petites réparations, une serrure à changer, un robinet à réparer, une retouche de peinture. Et s'il y a des déneigements d'hiver ou des paysagements l'été, je les compte tout de suite. Tout cela, c'est pour éviter les mauvaises surprises. Enfin, je prévois une réserve pour les gros remplacements qui finissent toujours par arriver. La toiture, les fenêtres, les chauffe-eau et le revêtement. Je transforme ça en montant annuel. Comme ça, le jour où il faut remplacer quelque chose d'important, tu as déjà prévu le coût. Mon but est simple, connaître les vrais coûts d'exploitation aujourd'hui. Quand on a cette base solide, la suite de l'analyse est beaucoup plus fiable. En pratique, ça veut dire vérifier, documenter et accepter que certains immeubles coûtent un peu plus cher à exploiter que ce qu'on pensait. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'acheter sur des chiffres qu'on n'a pas respectés. Quand tu es sérieux sur l'argent qui sort, tout le reste de l'analyse devient crédible. Ton revenu net d'exploitation est réel, ta discussion avec le prêteur est plus simple et ta décision d'acheter ou non se prend avec calme. Le revenu net d'exploitation, quand j'analyse un immeuble, je veux d'abord savoir s'il tient par lui-même, je veux voir la rentabilité aujourd'hui, ce qui entre, ce qui sort et ce qui reste. C'est la base. Sans ça, tout le reste n'a pas de sens. Alors,
On calcule le revenu réel moins les dépenses d'exploitation égale le revenu net d'exploitation. C'est la performance de l'immeuble sans la banque. Un mois moyen des chiffres véritables et on obtient ce que l'immeuble sait produire par lui-même. Pourquoi ce chiffre est central? Parce que c'est lui qui soutient tout le reste. Il te sert à juger si le prix demandé a du sens, il sert au prêteur pour voir si l'actif peut supporter un prêt et il sert à toi surtout pour décider si l'immeuble te laisse quelque chose à la fin du mois une fois que le prêt est ajouté. Je reste attentif à deux choses à cette étape. Premièrement, la cohérence. Si les dépenses d'exploitation semblent trop faibles pour la réalité du bâtiment et du secteur, je reviens aux pièces, je vérifie et je corrige. Deuxièmement, la stabilité. Si les revenus ont bougé récemment, comme départ d'un locataire ou relouage, je m'assure que le montant retenu est bien celui qui va durer, pas un mois exceptionnel. À ce stade, je fais le calcul. Si le revenu net d'exploitation est mince, chaque imprévu te met en tension et l'affaire devient fragile. S'il est confortable, tu as de la marge, tu peux absorber un imprévu sans paniquer et tu avances avec calme. C'est exactement ce que je veux avant même de parler du prêt. D'abord, l'immeuble doit se tenir par lui-même. Ensuite seulement, on posera l'hypothèque par-dessus pour tester la solidité de l'ensemble et décider, chiffre en main, si on achète, si on négocie ou si on passe. L'hypothèque est test de solidité. Maintenant qu'on connaît la performance de l'immeuble, on ajoute la banque. Le but est simple, savoir combien coûte le prêt chaque mois et vérifier si l'immeuble peut payer ce montant avec ses propres revenus. Je clarifie les éléments de base, mise de fonds, taux, durée d'amortissement et durée du terme, et les frais du financement. Avec ça, j'obtiens un paiement mensuel tout compris. Je le place en face du revenu net d'exploitation. Si le revenu couvre ce paiement avec un peu plus de marge, on est dans la bonne voie. Sinon, il faut ajuster. Pour les taux, j'aime la stabilité quand on vise un surplus mensuel. Un taux fixe donne une ligne claire pendant le terme. Un taux variable peut bouger. Parfois c'est bien, parfois non. L'important c'est de choisir en comprenant l'impact sur le paiement. Je fais toujours un test rapide. J'augmente le taux d'un point et je regarde si ça passe encore. Si les meubles s'effondrent dès que le taux bouge un peu, ce n'est pas solide. Je préfère un dossier qui garde un peu d'air, même quand les conditions changent. Un exemple très simple. Ton revenu net d'exploitation est de 33 000 par année. Au prix demandé, le paiement hypothécaire sera de 29 800 par année. Parfait, donc tu as 3 200 de marge. Maintenant, si je stimule un taux un peu plus élevé, le paiement monte, disons, à 31 200, ça passe encore. Ce n'est pas énorme, mais ça va. À l'inverse, si le paiement était déjà à 33 500, on n'essaye pas de se convaincre. On ajuste quelque chose, le prix d'achat, les revenus ou certaines dépenses. Le but est simple, un immeuble qui se paye vraiment aujourd'hui et qui reste viable si les taux bougent un peu demain. À ce stade, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir une décision claire. Si les chiffres ne passent pas, je ne force pas le deal. Je retourne vers le vendeur avec un prix qui reflète mon revenu net d'opération souhaité. J'explique au vendeur, voilà ce que ça encaisse, voilà ce que ça coûte, voilà ce qui reste. S'il s'aligne, on avance. S'il ne s'aligne pas, je bouge ce que je peux contrôler tout de suite. Je vérifie, est-ce que si j'achète et je remets l'unité à propre, je refais des photos qui donnent envie, je reloue au bon moment avec un loyer du marché et je coupe les dépenses qui n'apportent rien. Assurance trop chère, contrat mal négocié, plein de choses, déneigement qui coûte trop cher. Et si après tous ces calculs-là, l'équation reste serrée, je passe au suivant. Les bons deals se défendent avec le cash flow, pas avec les promesses. Parlons maintenant de la négociation. Je reste simple et transparent. J'envoie ce qui compte. Loyer actuel, dépenses d'exploitation réelles, revenus nets d'exploitation, paiement d'hypothèque et l'écart qui reste. Je précise les améliorations possibles seulement si elles sont réalistes et rapides. Rien d'inutile avec un calendrier clair. L'objectif est de donner au vendeur une raison logique d'accepter notre prix. L'immeuble se paye et la transaction reste fluide. Et quand je la retire, c'est parce que j'ai le document qui la remplace. Ça rassure tout le monde et ça fait avancer. Si le vendeur revient avec une contre-offre, je ne me perds pas. Je refais le test. Est-ce qu'il reste de l'argent chaque mois avec une marge de manœuvre? Si oui, je peux dire oui.
Si ça bascule du mauvais côté, je demande un échange, un crédit, une réparation, un délai mieux placé. Si rien ne rétablit l'équilibre, je dis non sans drame. Garder la discipline, c'est ce qui te sauve sur la durée. Et surtout, je mets tout par écrit. Ce qui est promis se détaille. État des logements à la remise, travaux convenus, montant des loyers et dépôts, éléments inclus. Le jour de la prise de possession, on n'improvise pas. Une bonne négociation, c'est une transaction où chacun sait ce qu'il reçoit et où l'immeuble se met à se payer tout seul dès le premier mois. Et si malgré tout l'équation ne se place pas correctement, on ne la force pas. On garde nos critères, on garde la marge et on passe à la prochaine opportunité. Acheter bien vaut toujours mieux qu'acheter vite. Si tu as suivi jusqu'ici, tu as déjà ce qu'il faut pour avancer avec confiance. Prends le temps de regarder ton dossier, puis passe à l'action quand tu es prêt. Pour un avis rapide, décris-moi ta situation en commentaire ou réserve une consultation gratuite avec moi ou un membre de mon équipe et on te donne toutes les réponses que tu cherches.